Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture dans le cadre de notre programme sur les modèles socio-économiques. Alors, peut-être deux mots pour poser rapidement le contexte de ce programme. On est à une période où, quelles que soient les organisations finalement publiques et privées, chacune s'interroge par rapport aux transformations d'ampleur qu'elles connaissent sur leur modèle socio-économique. Une connaissance partagée impulsée notamment par 15 ans de recherche empirique, a permis de capitaliser un certain nombre d'enseignements et d'éléments de connaissance à ce sujet-là. Et c'est dans le cadre du programme Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, mené en partenariat avec la Banque des Territoires, avec le ministère de l'Éducation nationale, le Fonds ODD17 et la Croix-Rouge française, que l'on est amené à organiser ces webinaires autour d'un rythme et d'un rite qui est le même chaque troisième jeudi du mois. En 2022, le cycle de webinaire est un cycle à dimension prospective en 10 escales. Et aujourd'hui, et c'est l'occasion de vous en dire un petit peu plus sur les principes de ce cycle. Ces webinaires visent en fait à co-construire une vision prospective par domaine d'action. Ils illustrent quelle est la diversité des chemins pour réussir l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, les ODD. La logique, c'est clairement de comprendre finalement par domaine d'action, par profil d'acteur et par territoire, à la fois comment cela fonctionne et quelles interactions permettent finalement d'accélérer et de trouver des solutions à la hauteur de ces enjeux. Aujourd'hui, c'est le 8e webinaire de notre cycle autour de la culture, donc CAP 2030 vers les nouveaux modèles de la culture. Et quelles vont en être les grandes étapes? 3 grandes séquences. Tout d'abord, une présentation des défis pour la culture, qui sera le regard de la recherche empirique. Ensuite, des regards croisés, qui émanant du ministère de la Culture, du réseau Montmartre, de Concerts de Poche et du Louvre-Lens, et une mise en débat qui permettra finalement d'aller de la diversité des actions de chacun à leur interaction. Sans plus attendre, je vais inviter Charles Benoît Hetzig à prendre la parole pour nous présenter les défis de la culture. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour ce 8e webinaire. Et je dois dire, j'entame ce webinaire avec non sans une certaine émotion, parce que lorsque j'ai créé le Rameau en 2006, l'une de mes premières rencontres a été avec la mission mécénat du ministère de la Culture, et donc pouvoir, 16 ans après, travailler ensemble autour de cette question, me remémore finalement les tout débuts du Rameau. Et justement, l'objet de ce temps ensemble, de ce premier temps, c'est bien de relire finalement l'histoire commune, de la relier à nos enjeux et de savoir comment on peut réinventer finalement notre futur. Alors commençons par relire notre histoire commune, et elle est particulièrement intéressante puisque on peut mettre finalement l'objet même de notre webinaire en fixant quasiment à 20 ans en arrière. L'élément un peu fondateur, c'est bien évidemment la loi Ayagon de 2003 qui donne une nouvelle impulsion à la fois au mécénat, aux associations, aux fondations, en aidant, en impulsant finalement cette reconnaissance d'intérêt général de l'action associative à travers ce nouvel outil, ou plus exactement le renforcement de cet outil qui est le mécénat. Et puis, dans le cadre structurant, on peut aussi, bien évidemment, citer en 2007-2008 les lois, d'une part, sur la responsabilité de l'université et d'autre part, sur la modernisation de l'économie, qui ont élargi le champ des fondations pour la première et créé le fonds de dotation pour la suivante. Et on voit à quel point l'État et le droit a été extrêmement structurant pour pouvoir impulser à chacun, finalement, le droit de pouvoir se mobiliser ensemble autour des questions de la culture et plus largement de l'intérêt général, mais la culture a joué un rôle extrêmement important là-dessus. Alors, j'aime bien aussi dire que 2011, ça a été un moment aussi important puisque
10 ans, jour pour jour, j'allais dire, après que le Premier ministre en 2001, Lionel Jospin, reconnaisse que les associations partageaient l'intérêt général avec l'État, eh bien, une des nombreuses preuves de concept du secteur associatif lui-même provient du monde de la culture, puisque c'est Montmartre qui fête ses 10 ans à ce moment-là, et finalement qui dit, ben voilà, après 10 ans d'expérimentation, 10 ans d'innovation, comment on va plus loin dans cette logique-là. Et on a eu la chance et le bonheur de rencontrer Montmartre quelques temps après et de pouvoir justement réfléchir à ce rayonnement qu'un projet né par la volonté de quelques-uns puisse finalement avoir pour tous. Et nous verrons à travers le témoignage de tout à l'heure combien c'est important, puisque c'est au cœur de l'épanouissement de nos enfants que la question se pose. Et puis en 2014, nouvelle avancée où là, c'est la question de la territorialisation de cette action, la territorialisation, comment finalement peut-on assurer un continuum du national au local, et c'est la création du premier pôle mécénat régional en Pays de la Loire qui va permettre de dire et de réaffirmer que bien évidemment toute cette dynamique n'est pas qu'une dynamique nationale, elle est aussi et peut-être avant tout une logique locale en proximité sur les territoires, et ça rayonnera bien évidemment avec un an plus tard la signature des objectifs de développement durable avec notamment l'ODD 17 qui nous rappellera que la question de l'avenir de tous, eh bien évidemment, c'est tous, pour tout acteur dans tous les domaines et avec tous les territoires, et que cette question finalement de la culture joue un rôle très important. Et d'ailleurs, cette année-là, pour marquer finalement la place de la culture, eh bien, c'est la première et unique fois à ce jour que les Nations Unies ont nommé un ambassadeur digital. Et quelle fierté que ce soit un artiste français qui ait pu finalement être reconnu à ce moment-là comme ambassadeur digital des Nations Unies. Vous aurez reconnu le petit personnage Elix qui permet de pouvoir dans le monde entier porter le même message, et à la fois il ne parle pas, donc il est universel, et en plus il sourit, donc il porte notre avenir commun. Et puis, encore un peu plus récemment, lorsque, à travers et dans le cadre de la mission ministérielle d'accélérer les liens entre associations, entreprises, collectivités territoriales, et la création du fonds ODD 17 qui a suivi, lorsqu'avec le ministère de la Culture, il nous a été demandé de pouvoir être associés à la réflexion et au développement de nouveaux pôles mécénat régionaux, bien évidemment, c'est une grande fierté de pouvoir y contribuer. Pourquoi ? Parce que on voit bien que les réponses, si les besoins sont universels, les réponses ne peuvent être que réinventées. Et finalement, c'est ce lien entre innovation sociétale et territoire que marque bien la capacité finalement de pouvoir, à travers des pôles mécénat régionaux, porter la capacité à soutenir cette créativité et cette capacité finalement à agir ensemble en tenant compte des spécificités locales. Et puis cette année est une année particulière, puisque vous savez que nous restituerons avec nos amis de l'Institut pour la Caisse de la Recherche pour la Caisse des dépôts le 3 novembre prochain 5 ans de travaux pour réaliser la première étude d'impact de l'ODD 17 à l'échelle d'une nation. A déjà été publié un petit cahier de recherche de synthèse, mais vous aurez plus largement le 3 novembre prochain une mise en acte, une démonstration finalement que cette réalité pour tous et par tous, eh bien, c'est aujourd'hui le cas en France. Et donc, il est important de regarder, de relier à notre capacité à réarticuler l'intérêt général. Or, il y a bien un domaine qui est particulièrement au cœur de ce réalignement nécessaire entre une vision partagée, je le disais, dans le cap commun que nous offre l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, pour sa pédagogie, avoir des outils culturels comme Elix nous en offre,
est bien évidemment un élément essentiel. Bien évidemment, nous l'avons vu, le cadre de gestion, la gestion régulatrice qui va du cadre de la loi jusqu'à la capacité à en faire la promotion aux proximités des besoins, et c'est tout le sens justement de cette mission mécénat du ministère de la Culture et du développement des pôles mécénat régionaux. Et puis, bien évidemment, la capacité à valoriser l'action collective transformatrice de l'action des pionniers à la mobilisation de tous. Nous aurons la chance d'avoir les témoignages de Momar, du conseiller de poche et du Louvre-Lens, qui sont 3 exemples de pionniers qui ont ouvert cette capacité. Et puis, la charte du Fer Alliance de la Fondation des territoires nous rappelle combien nous sommes aujourd'hui tous impactés, tous concernés et donc tous outillés pour pouvoir, quel que soit notre niveau de maturité, quelles que soient nos envies, de pouvoir réinventer ensemble notre modèle de faire société. Alors, à quoi ça nous invite? Eh bien, ça nous invite à réinventer nos équilibres personnels et collectifs. Et je voudrais souligner un continuum entre 3 éléments qui ne peuvent pas être séparés. D'abord, c'est de notre vision collective. Quelle ambition collective avons-nous pour 2050? C'est une vraie question parce que finalement, les objectifs de développement durable, l'agenda 2030, c'est déjà à 7 ans, donc on est déjà dans une démarche stratégique, mais si nous voyons plus loin, qu'avons-nous envie finalement pour 2050 lorsque la génération des jeunes d'aujourd'hui seront eux-mêmes en situation de transmettre? C'est toute la question qui a été lancée à l'Assemblée nationale le 6 octobre dernier avec la démarche prospective Intérêt général 2050 qui s'inscrit dans un premier cycle prospectif qui avait été sur intérêt général dès aujourd'hui, l'affaire de tous. Et on voit bien que nous avons besoin de nous doter d'une vision collective, d'une vision à long terme et finalement d'une ambition commune au service de l'intérêt général. Le deuxième élément sans lequel, bien évidemment, nous ne pouvons rien faire, c'est de veiller à l'équilibre de chacun. Et il est très important de pouvoir nous assurer que chacun peut avoir de quoi suivre le chemin. Que ce soit, bien évidemment, les plus fragiles d'entre nous à titre individuel, mais c'est aussi le cas pour nos organisations et je pense notamment aux associations d'intérêt général. Et c'est pour ça que ce matin, dans le cadre du FNAF 2022, nous avons diffusé sur le stand du ministère de l'Éducation nationale et du secrétariat d'État auprès de la Première ministre à l'ESS et à la vie associative, un flyer pour valoriser la diversité des modèles socio-économiques. Et nous étions d'ailleurs très heureux que la ministre elle-même consulte ce petit document qui était juste devant elle quand elle est passée sur le stand de la JEBVA. On voit bien qu'il est important de faire la pédagogie sur l'équilibre de chacun et de comprendre quels sont les éléments essentiels de l'équilibre de chacun, que ce soit en termes de richesse humaine, que ce soit en termes de financement ou bien évidemment en termes d'alliance. Et puis, il y a un troisième élément essentiel, et je crois que c'est vraiment ce qui nous réunit avec le ministère de la Culture depuis les premiers jours, c'est finalement comment pouvons-nous nous assurer que la chaîne de commandement va bien jusqu'au territoire, jusqu'à l'action concrète de tout et chacun, parce qu'effectivement, un cadre commun, c'est essentiel si il permet bien évidemment de pouvoir être accessible à tous. Et c'est là où l'ingénierie de territoire est peut-être plus que jamais un élément indispensable. J'ai eu le plaisir, lors des dernières rencontres de la NPP Territoire de Projet, dire combien nous étions convaincus de l'importance de ce plébiscite du 1% pour l'ingénierie locale que demandent les élus des territoires ruraux. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment donné où il nous faut des femmes et des hommes en territoire qui permettent d'accélérer ces stratégies d'alliance collective. Et ce matin même, nous publions sur Care News un article de bilan des 3 ans de la stratégie collective du Fer Alliance qui a été impulsée en 2019 par le secrétaire d'État Gabriel Attal lorsqu'il a lancé une mission ministérielle sur ce sujet au FNAF 2019. Et bien 3 ans après, au FNAF 2022, nous pouvons nous réjouir que 19 des 21 mesures
qui avaient été proposées dans le rapport ministériel ont déjà été accomplies et que 2 d'entre elles sont à l'œuvre aujourd'hui pour être réalisées. Et pourquoi c'est possible? Parce que plus d'une centaine de réseaux publics et privés, nationaux et territoriaux se sont mobilisés. Et bien évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser notamment au rôle structurel des pôles mécénats régionaux pour justement être des courroies de transmission dans cette dynamique. Alors, eh bien, il est évident qu'en ce 8e webinaire consacré à la culture, c'est d'autant plus important de nous remettre en perspective que repenser l'équilibre de la maison de chacun, ce qui est naturel dans un moment de difficulté comme nous le vivons actuellement, eh bien, nous ne pouvons réussir cet nouvel équilibre de la maison de chacun qu'en prenant de la hauteur sur nos défis communs et sur les défis de tous. Et c'est là où on voit très bien que l'intérêt général n'est pas une notion sacrificielle de donner un surplus de ce que j'aurais, mais bien de construire ensemble un avenir commun. Et c'est bien ainsi, à cause, mais aussi peut-être grâce à nos fragilités individuelles, que nous pouvons construire une société commune. Et ce qui est important de souligner, et là où la culture est sans doute un domaine qui nous apporte quelque chose qu'aucun autre ne peut nous apporter, c'est que lorsque les mots manquent pour décrire certains mots, lorsque les mots MAUTS manquent pour décrire les mots MAUX, eh bien, ce sont alors les leviers et les outils de la culture qui peuvent nous aider à les vivre autrement, à les concevoir autrement et à pouvoir garder espoir. Vous comprenez pourquoi c'est non sans une certaine émotion que nous sommes très fiers d'avoir pu organiser ce webinaire en partenariat avec le ministère de la Culture qui, depuis 20 ans maintenant, se bat jour et nuit pour que le mécénat ne soit pas simplement un outil juridique, mais surtout un outil de notre intérêt général pour construire notre avenir en commun. Nous sommes très fiers de pouvoir en témoigner aujourd'hui. Voilà ce qu'il me semblait important de rappeler sur ces 20 ans de cheminement collectif au service de l'intérêt général grâce à la culture. Merci Charles Bonnat pour cette mise en perspective. Alors, on va passer à présent à la séquence des regards croisés avec nos 4 intervenants qui représentent chacun, un peu à l'image d'une boussole, un point cardinal pour nous éclairer sur la thématique que l'on traite aujourd'hui. Le ministère de la Culture, au sujet de la promotion de l'engagement territorial, le réseau Montmartre, qui va avoir un regard sur finalement comment la culture permet de mobiliser le potentiel de chaque enfant, le Louvre-Lens sur l'expérimentation de nouvelles alliances et les concerts de poche qui permettent de faire vivre la cohésion sociale en proximité. Ces dialogues vont vraiment permettre d'illustrer aussi la capacité d'innover avec son écosystème, avec à chaque fois des acteurs qui ont une expertise très forte sur ce domaine d'action de la culture. Pour commencer, j'ai le plaisir d'accueillir Léa Morgan, donc, qui est responsable de la mission mécénat au ministère de la Culture, pour nous parler de l'engagement territorial. Léa, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots finalement sur le regard que vous avez sur la promotion de l'engagement au plus près de la diversité des réalités des territoires? Oui, bonjour à tous. Merci Yann et merci Charles Bonnat pour ces mots très inspirants. Peut-être commencer par faire un rapidement pour présenter en fait, en vraiment quelques mots la mission du mécénat, si tout le monde ne sait pas ce que c'est, puisque c'est une particularité en fait, au sein de l'administration, française. C'est un service administratif qui est logé au sein du ministère de la Culture. Parce qu'à l'origine, en fait, enfin la loi mécénat de 2003 a été portée par, Jean-Jacques Aliagon, donc ministre de la Culture, qui s'est dit, voilà, à un moment donné pour, faire connaître ce dispositif, il va nous falloir des gens, donc dans l'administration et donc il a créé en 2003 ce service, administratif qui, a évolué au fil du temps et qui a, expérimenté notamment sur le relais des territoires. Peut-être aussi avant de rentrer aussi dans le vif du sujet de comment nous on a fait, comment on a tâtonné et puis enfin et vous livrer nos réflexions, peut-être aussi refaire peut-être un point en chiffres. C'est toujours bien d'avoir un panorama aussi global de ce que représente le mécénat, parce que là, nous, on vient d'avoir les chiffres aussi pour 2021. Alors, dispositif fiscal, moi, je pars en termes des gens qui ont utilisé le dispositif. Enfin, pour les particuliers, en fait, on en est quand même à 5,2 millions de foyers.
qui sont engagés en fait en termes de dons pour une dépense fiscale qui va être aux alentours de 1,5 milliard, hein, à peu près, donc en montant de dons de 2 à 2,5 milliards d'euros, ce qui est quand même énorme. Et pour les entreprises, on en est à environ 89 000 pardon, entreprises pour un montant plutôt de dépenses fiscales autour de 1 milliard. Donc pour vous donner une idée globale, plutôt en montant de dons, que ce soit particulier ou entreprise, on va être autour des 3 milliards, hein. Donc c'est quand même un poids relativement important, une économie à part entière qu'est le secteur de la philanthropie. Et je voulais revenir sur ce chiffre des 89 000 entreprises parce que je trouve qu'il illustre bien aussi le fait qu'on est très loin, des entreprises du CAC 40 finalement, et qu'en fait, là où se passe le mécénat, c'est profondément en territoire. Et la nouveauté, en fait, que des chiffres 2021 qu'on a, alors moi, depuis que je suis l'évolution, c'est qu'en fait, là, les flux mécénat, sur le volet entreprise, heu, sont concentrés pour la première fois, enfin la première région, en fait, qui capte le mécénat, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et non pas Île-de-France, comme c'était le cas historiquement les autres années. Donc on voit vraiment en fait que cette dimension territoriale devient de plus en plus, prégnante, et ça c'était une intuition que enfin tout le monde ici peut-être autour de la table nous avions depuis des années, mais elle se réalise, aujourd'hui, très concrètement. Et peut-être dire, aussi sur l'idée d'engagement et de territoire, que c'est assez complexe et que c'est pour ça qu'aussi je pense qu'on expérimente. C'est qu'en fait peut-être ce qui est commun, c'est qu'en fait c'est la multiplicité des territoires, la multiplicité des formes d'engagement, que ce soit du don en nature, du temps, enfin de l'argent, des compétences, enfin et cetera, et la multiplicité aussi des territoires et de leurs spécificités et des acteurs qui vont jouer, les rôles essentiels, de l'engagement dans chacun de ces territoires. Et donc pour faire un point, enfin le ministère en fait, enfin, quelle a été l'idée? Je dirais même plutôt, enfin c'était de l'ordre de l'intuition à l'époque, hein, puisque c'est en 2003 de se dire: «Voilà, la mission du mécénat en fait, très concrètement, c'est 2 personnes». Peut-être 3, ça peut varier, mais c'est vraiment pas beaucoup. Et donc de se dire le dispositif, c'est quand même un dispositif fiscal. Ce sont des dispositions aussi juridiques. Quand on voit le nombre de fonds et de fondations, les possibilités sont infimes, enfin, pas infimes justement, elles sont, multiples, pardon, heu et on peut s'y perdre quand on est un donateur. C'est-à-dire que comment je m'engage, comment je fais? Puis ensuite, il faut que je déclare aux impôts. L'intérêt général, c'est une définition fiscale. Si je veux qu'on me reconnaisse d'intérêt général, je dois faire une demande à Bercy. Le dossier, enfin, au secours. Enfin non, mais les rescrits, c'est très, très complexe. Et donc l'idée, c'était de se dire, nous, on ne pourra pas faire tout seul, et dans les territoires, on a besoin de relais. Et donc du coup, après nous, on s'est dit que le bon relais était peut-être l'échelon régional, mais de se dire qui va en fait pouvoir être acteur de ces relais. Et donc on a commencé par nommer en fait des correspondants mécénat dans les DRAC, les directions régionales des affaires culturelles, qui sont les représentants du ministère de la culture finalement dans les régions. Et ces correspondants représentent en fait la mission du mécénat, qui a un rôle plutôt, alors pas de fundraising justement, mais plutôt, d'observatoire, de sensibilisation. On fait des événements autour du mécénat pour, inviter les gens en fait, enfin, ça sert de formation continue, mais ça aussi peut-être, développe des envies en fait pour des entreprises de s'engager dans le mécénat ou, pour des donateurs. Et avec aussi un relais d'évaluation et de remontée terrain qui était très important pour nous. C'est-à-dire que l'idée du circuit des correspondants, c'était à la fois pour nous une courroie de transmission de l'information, mais aussi d'avoir donc un relais, mais aussi d'avoir de la remontée d'informations du territoire, des territoires en fait. Et donc on a commencé comme ça, et avec en 2005 aussi la volonté de contractualiser sous forme de protocole, donc ce qu'on appelle nous chez nous les protocoles nationaux pour le développement du mécénat culturel, qui ont été formalisés et signés à un niveau, ministre, avec en fait un ensemble, en plus des correspondants mécénat dans les DRAC, de professions réglementées. Parce qu'en fait, on s'est dit: «Mais finalement, qui mieux que les notaires, avocats, experts comptables et chambres de commerce et d'industrie, pour en fait, déjà comprendre les dispositifs et les expliquer, en fait. Et quand on est un donateur, enfin, que ce soit un particulier, entreprise, on est forcément en contact avec une de ces professions à un moment donné de sa vie pour un statut de fonds, pour une question sur ses comptes. Et donc du coup, on a noué ces partenariats-là à un niveau national en demandant à ce que chaque ordre, en fait, nomme à son tour, en fait, dans les régions, des correspondants qui joueraient aussi ce rôle de relais, d'informateurs. Et en fait, après, c'est un peu la magie qui s'opère sur l'idée des pôles mécénat, régionaux. C'est qu'en fait, ces acteurs de terrain, heu,
se sont rencontrés et après a émergé en fait l'idée qui est venue en fait du local, hein. Parce que alors alors Charles Benoît l'a dit, le pôle mécénat régional le plus abouti actuellement, c'est celui de Pays de la Loire qui est né en 2014. Mais avant, il y avait eu quelques tentatives qui avaient été menées en Hauts-de-France notamment, hem enfin, qui nous ont amenés à réfléchir où les correspondants en fait se sont noués, se sont dit: «Voilà, maintenant il faut qu'on se structure en fait, au sein peut-être, voilà, d'associations, de pôles qui joueraient ce rôle guichet au niveau régional, qu'on soit bien identifié et qu'on soit ce relais un petit peu institutionnel et ressources». Et aussi avec cette idée d'être un peu aussi le garde-fou du respect des pratiques aussi. Parce que enfin l'engagement et le mécénat prend différentes formes, on l'a dit, et est très, très innovant et donc va plus vite que aussi, les textes et donc d'être un peu aussi ce garant un peu de l'intérêt général en fait, hem, sur les territoires. Et donc de ces réflexions-là, en fait, sont nés les pôles, donc le pôle mécénat, Pays de la Loire. Et à l'heure actuelle, enfin depuis l'année dernière, on a essayé aussi d'essaimer ce modèle, cette structuration en association, donc via le partenariat avec le Rameau, pour essayer de faire émerger aussi ces pôles à la fois en région Nouvelle-Aquitaine, PACA et en Grand Est. Parce qu'il faut savoir que voilà, pour expliquer aussi peut-être des difficultés, hein, qu'on a pu rencontrer, c'est pas un gros mot que de parler de difficultés puisque ça permet d'avancer. C'est que c'est comme c'est de l'humain aussi derrière l'engagement, c'est que je trouve qu'on se retrouve avec un équilibre fragile à tenir et des difficultés qui sont inhérentes, je pense, mais partout sur les territoires. Enfin, je veux en dire qu'il y a les forces et faiblesses, dire qu'il y a une richesse énorme sur les territoires, mais aussi peut-être cette fragilité de trouver un bon modèle économique, de rester aussi en collectif parce que des gens peuvent partir, changer de région, enfin la vie en fait. Et aussi cette notion d'individu qui s'engage, heu, vs la structure, je dirais. Et nous, c'est un peu la réflexion sur laquelle on a été amené à réfléchir, c'est qu'il y a eu beaucoup d'initiatives à des moments individuelles de correspondants et en fait, on a trouvé à un moment donné l'idée la nécessité de se structurer. Donc sous une forme, nous, on a choisi l'association, qui était la plus laxe à l'époque, enfin, pour nous et pour promouvoir en fait, le mécénat, mais cette nécessité aussi après de transmettre, de garder l'historique en fait de ce qui s'est passé sur un territoire pour ensuite avancer ensemble et maintenir le collectif en fait au sein de ces structures. Et on avait évoqué avec Yann notamment des expérimentations qui ont pu avoir en Normandie, par exemple, avec une fondation qui avait émergé. Nous, je sais, une super initiative des experts comptables et de la CCI à l'époque, qui s'appelait la Fondation Camp Normandie, mais qui a eu un exercice de 5 ans et qui, au final, s'est arrêté pour des questions aussi de lourdeur juridique, économique. Et donc après, c'est vraiment poser la question de comment, en fait, on maintient les choses. Et le rôle de ces pôles est vraiment oui, de guider en fait, c'est d'outiller et de guider aussi parce qu'il y a des acteurs, qui sont gros et importants, mais il y a aussi les petits dont vous parliez aussi Charles Benoît, qui n'ont pas en fait, les ressources suffisantes pour pouvoir être, outillés. En fait, le but voilà, ça va être ça ou alors de réorienter. Parce que enfin, faut se dire que depuis 2003, le nombre d'acteurs de l'intérêt général, s'est quand même développé, de façon croissante et qu'il y a aussi des associations, relais. Alors là, enfin, je vais pas toutes les citer, mais le Centre français des fonds et fondations, Admical et cetera, qui peuvent par moment aussi être les de meilleurs leviers en fait, que nous. Et dans ces cas-là, on redirige ou même vers le rameau ou, même maintenant il y a aussi le développement, enfin peut-être qu'on en parlera aussi des fondations territoriales. Mais enfin et dans tout ce que je veux dire, peut-être ne jamais oublier aussi, ne pas perdre non plus le sens, en fait, de ce qu'on fait quand on fait ce collectif-là. C'est-à-dire que quand on parle de territoire, alors moi je vous avais donné des grandes masses de chiffres aussi, mais si on voyage un peu et enfin là je prends aussi des exemples, mais si on va par exemple en Basse-Normandie, pas loin de Saint-Lô, il y a une petite ville qui s'appelle Tessy-Bocage et là je pense à un projet tout de suite qui s'appelle l'usine utopique. Heu, c'est un professeur d'art plastique qui a monté un centre d'exposition d'art contemporain, pour les enfants, en fait. Et donc quand on se dit que voilà, des enfants d'un milieu rural qui n'auraient jamais eu accès à ça pourraient avoir leurs premières émotions avec la culture en visitant ce centre. Non mais enfin et toujours recontextualiser aussi parce que ça, je trouve qu'à un niveau peut-être national et puis à un niveau administratif, parce que moi je suis au niveau de l'État et d'un ministère, on peut perdre de vue à des moments, ces projets-là. Je pense aussi à un cirque, qui s'appelle Zimzam, qui est implanté à Marseille et qui sillonne le Vaucluse pour présenter en fait une forme de cirque adapté, heu, à des personnes qui ont des problématiques de handicap mentaux ou moteurs et qui font avec eux. En fait, c'est formidable et en fait, c'est ça en fait qu'on fait au quotidien, c'est, justement permettre en fait à ces projets de se développer, en invitant des entreprises à se fédérer en collectif, et à donner ou en outillant justement ces petites structures pour qu'elles se développent.
voilà, je sais pas. C'est parfait, Léa. En plus, vous avez quasiment facilité l'introduction que va faire Yann. Mais avant qu'il ne le fasse, je voulais juste citer, parce que vous avez rappelé effectivement l'importance de comprendre et de maîtriser finalement des éléments qui ne sont pas si simples et de souligner une œuvre auquel d'ailleurs vous avez largement contribué, chère Léa, qui a été sous la coordination de nos amis Naïma Mouchou, qui avait rédigé avec Sarah Ellery le rapport sur la philanthropie et qui est aujourd'hui vice-présidente de l'Assemblée nationale, et puis notre autre ami Wilfried Menet, membre du HCVA, et ils ont fait vraiment, enfin vous avez fait un recueil vraiment extrêmement précis et extrêmement important, et j'invite tous ceux qui sont intéressés par ces questions-là de pouvoir l'acquérir. C'est aussi chez nos autres amis Juris Association. Donc tout ça se fait entre gens de bonne compagnie, ce qui est toujours agréable. Mais j'insiste juste sur ce que disait à l'instant Léa, c'est vraiment comment faire la pédagogie finalement par l'exemple, et vous avez cité l'usine utopique, et je crois, cher Yann, que ça vous donne une transition toute trouvée pour notre invité suivant. Exactement. Merci Charles Benoît, et un grand merci Léa pour cette première intervention. Alors après l'engagement territorial, on va évoquer l'enjeu du développement du potentiel des enfants avec Chantal Menguenet, qui est fondatrice du réseau Montmartre. Et Chantal, est-ce que vous pourriez finalement nous éclairer sur comment mobiliser toutes les énergies pour mettre la culture au cœur du développement du potentiel des enfants? Oui, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Effectivement, Charles Benoît parlait de 10 ans, mais en fait, ça fait 20 ans aujourd'hui, donc le temps file, que nous sommes présents sur cette grande idée que par l'art et la culture, et particulièrement par la pratique, on doit pouvoir faire émerger une génération d'enfants et de jeunes citoyens engagés pour construire le monde de demain. Les défis sont grands. Donc, je vais vous en dire deux mots. Qui est Montmartre? Qu'est-ce qu'on fait? Simplement, je trouve que quand j'entends parler de vision collective, d'équilibre de chacun de territoire, c'est nous. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Alors, on aime bien dire que notre objectif et notre grande vision, c'est vraiment de développer le potentiel de chaque enfant dès le plus jeune âge, d'utiliser l'éducation artistique comme un moyen et de faire en sorte que ces mêmes enfants soient les acteurs de la société souhaitable et durable de demain. Donc, ça rejoint aussi des objectifs d'ODD dont on parle. Alors concrètement, on a des principes d'action. L'artistique est au cœur des projets. Il y a quand même des points importants à retenir, c'est qu'on ne travaille qu'en mode projet artistique, qu'avec des artistes professionnels, qu'on associe systématiquement les parents à tout ce qu'on mène, parce que l'éducation, c'est l'affaire de tout le monde, et notamment des parents, et qu'on intervient dans les quartiers dits populaires, ou les quartiers, on va dire, où il y a une forte mixité sociale, sujet sur lequel on travaille également. Alors, on intervient comment? Comme vous pouvez le voir sur cette frise, au début, on était très précisément sur les 4-11 ans, il y a 20 ans. Et puis, au fur et à mesure de notre expérience et de tout ce qu'on a pu constater sur le terrain, on a compris qu'il fallait intervenir en amont et continuer aussi pour avoir une vraie valeur ajoutée sur un parcours complet d'un jeune, de la petite enfance jusqu'à son âge adulte. Et donc, on peut intervenir sur les plus petits dans les crèches, toujours avec nos artistes, toujours en mode projet, toujours en associant les parents. Et comme vous voyez en bas, à chaque fois, sur chaque tranche d'âge, on a une proposition de formation, puisque si on veut changer la donne, on doit aussi équiper au mieux les professionnels qui s'occupent de ces enfants-là. Donc, les former, faire du transfert de compétences, être là pour faire en sorte qu'à nous tous, on parvienne à faire changer la donne sur ces enfants et tout de suite. Donc, quand je dis développement du potentiel des enfants, on est vraiment sur des notions de savoir-être individuel, collectif, comment on apprend un enfant à s'exprimer, à travailler sa créativité, à entrer en relation avec les autres, à agir aussi dans son quartier, à comprendre le monde qui l'entoure. C'est toutes ces notions-là, et on est vraiment là pour travailler avec tous les partenaires d'un territoire dans un même objectif commun.
Donc, on intervient également par le BAFA, puisque à partir de 17 ans, on peut passer son BAFA. Nous sommes un organisme de formation et on a beaucoup de jeunes qu'on intègre dans nos sessions avec les autres, pas de l'entre-soi. On essaie d'éviter ça. On mélange aussi en mixité, pas simplement les filles et garçons, pas simplement les milieux sociaux, mais aussi au final les âges. On a dans des formations tout type d'âge et on s'organise pour qu'ils apprennent à se rencontrer et à se mélanger. Donc, très important pour nous. Donc, on a des lieux d'accueil. C'est le cœur du projet de Montmartre, puisqu'on très rapidement, il y a 20 ans, on s'est installé dans les quartiers avec des lieux qui servent aussi de mode de garde pour les parents. Donc, l'idée d'une approche très globale, comment on fait en sorte pour servir l'intérêt des enfants, l'intérêt des parents et du quartier. Donc, nos lieux d'accueil, simplement, on a un service de départ qui était d'aller chercher, et qui est toujours le même, d'aller chercher les enfants à 16h30 à la sortie des écoles, de s'en occuper jusqu'à 20h, d'être présent sur les mercredis et les vacances et d'être vraiment à 10 minutes à pied de 5-6 écoles. On travaille beaucoup avec les écoles. Voilà, donc ça, c'est notre tranche d'âge 4-11 ans. Et puis, vous voyez, sur les autres tranches d'âge, on va intervenir différemment puisqu'on intervient aussi dans les collèges, les lycées, dans les maisons de quartier, dans les centres sociaux. C'est assez peu lisible, donc je vais passer peut-être cette slide rapidement. On m'a demandé de parler un petit peu de modèle socio-économique parce qu'effectivement, derrière nos organisations se cachent des réalités de ressources humaines, des réalités de modèles économiques. Donc, en tout cas, à Montmartre, nous, on aime bien avoir une mixité aussi d'intervenants. Donc, comme vous le voyez, on a principalement des salariés. On est aujourd'hui 145 salariés à Montmartre. Nous avons des bénévoles, notamment des retraités, mais pas que, des étudiants aussi, et des jeunes volontaires en service civique. Ah, pardon, je suis désolée, je ne vois plus très bien ce qui se passe. J'ai un petit souci d'écran, mais ça y est, je suis revenue. Donc, sur le modèle économique de Montmartre, comme vous le constatez, nous sommes allés hybrider nos ressources, c'est-à-dire que les parents contribuent à hauteur de leurs revenus. Vous voyez que ce ne sont pas les familles qui financent l'intégralité du projet, c'est 12%, tout simplement parce qu'on joue sur les avis d'imposition, ce qui fait que toute famille doit avoir accès à ce qu'on propose. Donc, on peut même avoir parfois de la gratuité quand on travaille avec les hôtels sociaux, les centres d'hébergement d'urgence, quand ils sont à proximité de nos interventions. Et on peut aller aussi chercher, en fonction des revenus, des facturations un peu plus élevées. S'ajoute évidemment toute la collectivité locale, les financeurs publics à hauteur de 38%. Et puis, pour compléter tout ça, vous voyez qu'on a également développé de la vente, entre guillemets, de prestations. Je dis vente de prestations parce que nos acheteurs peuvent aussi être des collectivités. On peut facturer aussi. Dedans, vous retrouvez la formation et puis le fait qu'on intervienne dans des crèches. Enfin, voilà. Donc, ça représente un certain montant quand même. On est à 27%. Et puis, pour compléter, on parlait de mécénat. Nous aussi, on va chercher les mécènes et aussi les entreprises locales à hauteur de 22%. Les charges passent très vite, vous l'avez compris. Nous sommes un projet d'intervention directe auprès des publics. Donc, clairement, 79% de masse salariale, c'est assez cohérent avec ce qu'on fait. Donc, plus quelques chiffres, on touche à peu près 10 000 enfants par an, plus de 43 000 depuis le début de Montmartre. Et si on ajoute tous les enfants qu'on touche indirectement par le fait d'avoir formé des professionnels, vous voyez qu'on arrive pas mal de monde. Et l'objectif, c'est évidemment de ne pas vouloir régler tout le problème, mais d'être déjà un bout de la solution. Alors voilà, juste pour vous dire, oui, je ne sais pas si je repasse les slides, du coup, Yann, je vais arrêter là. Je vais remettre la slide de début. On va la mettre en grand. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Alors, juste un point, merci beaucoup Chantal, parce que c'est vraiment passionnant de pouvoir aussi avoir finalement les deux premiers piliers du modèle socio-économique que sont la question des richesses humaines et puis la question des modèles de financement. On va voir dans un instant le troisième pilier, l'alliance à travers un exemple avec le Louvre-Lens. Mais je trouve que c'est vraiment important de pouvoir incarner très concrètement
ce à quoi peut contribuer la diversité des modèles de financement et justement l'hybridation qui permet d'arriver à un équilibre. Et je voulais aussi souligner que votre intervention me fait vraiment beaucoup penser au dernier webinaire que nous avons eu, CAP 2030 vers les nouveaux modèles de l'éducation. Et je pense notamment à la Maison de l'Apprendre qui est une action en Auvergne-Rhône-Alpes. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir les ponts que l'on peut trouver, puisque bien évidemment, entre culture et éducation, et vous l'avez démontré à travers votre exemple, on voit bien qu'on ne peut pas traiter aujourd'hui, et c'est tout le sens des objectifs de développement durable, les domaines comme s'ils étaient déconnectés les uns les autres. Vous avez aussi parlé du service que ça rend à des parents, et on peut penser notamment aux familles monoparentales, pour lequel aller chercher un enfant à 4h30 n'est pas possible, et donc de pouvoir aller le chercher à 20h est bien évidemment un facteur d'insertion de la personne. Donc on voit bien finalement à travers cet exemple-là que la culture rayonne sur un ensemble d'éléments et qu'il est important de se poser la question de finalement des énergies, qu'elles soient humaines, financières ou d'alliance, qui vont permettre de répondre à ce sujet-là. Et donc, il nous reste la question des alliances, mon cher Yann. Exactement. Merci Charles Benoît. Merci encore à Chantal. Donc, au sujet des alliances, de cet enjeu d'expérimenter de nouvelles alliances autour de l'accès de tous à la culture, l'ouvre-lance devait être parmi nous et malheureusement, l'intervenant étant malade, c'est notre directrice de la recherche, Élodie Julien, qui va se faire le porte-voix d'une expérimentation que l'on a eu le plaisir de suivre. Donc Élodie, est-ce que vous pouvez nous partager finalement comment expérimenter de nouvelles alliances autour de l'accès de tous à la culture? Merci Yann. Et effectivement, je vais tenter de faire l'écho de ce qui s'est fait dans le Nord-Pas-de-Calais en toute humilité. Alors, tout d'abord, bien comprendre ce qu'est le Louvre-Lens. Le Louvre-Lens, c'est une antenne en région du Louvre avec un objectif, c'est de s'ouvrir à de nouveaux publics et territoires. Et ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que le Louvre, son ADN, c'est que les collections et les savoir-faire doivent servir l'ensemble de la nation. Et ça, donc, ça s'applique aussi au Louvre-Lens. Alors, pour aller jusqu'au bout de la connaissance du Louvre-Lens, il a été inauguré en 2012 et géographiquement, il est implanté au cœur de l'ancien bassin minier en Nord-Pas-de-Calais. Alors, la question, c'était finalement comment les collections et les savoir-faire du Louvre-Lens sont au service du territoire Nord-Pas-de-Calais. Alors, concrètement, comment ça s'est fait? Il y a d'abord eu un premier partenariat entre le musée et la Fondation RATP qui a été signé en 2017 avec pour objectif de rendre accessible la culture pour des publics qui sont en insertion à la fois dans la ville de Valenciennes et de Boulogne-sur-Mer. Les résultats de ce premier programme ont été concluants et les deux partenaires ont souhaité aller plus loin en se disant mais comment on peut être encore plus acteur du territoire? Et pour ça, ils se sont dit mais il faut qu'on aille voir, il faut qu'on aille adresser des jeunes. Et c'est comme ça qu'ils sont allés voir la mission locale de Denain, qui est une ville du Nord-Pas-de-Calais, en disant mais il faut qu'on arrive à adresser les jeunes qui sont en insertion de 18 à 25 ans. Et c'est comme ça qu'à Troyes, ils ont co-construit un parcours inclusif d'insertion sociale et professionnelle autour de toutes les dimensions du musée. Donc, je parlais à la fois des dimensions de rendre accessibles et visibles et compréhensibles les collections et en même temps de bien comprendre quels sont tous les métiers, tous les savoir-faire qui sont portés par le musée. Donc, ce parcours, c'était concrètement, ça a été 10 sessions où on a amené une vingtaine de jeunes à aller voir les collections, à aller voir les professionnels, les différents métiers pour qu'ils comprennent bien ce que ça veut dire et surtout qu'ils intègrent le fait que c'est aussi pour eux, c'est aussi accessible pour eux. Ce qui est important dans ce programme, c'est qu'il a été construit avec les jeunes. Et très rapidement, les trois partenaires se sont aperçus qu'il y avait un enjeu de mobilité puisque 50% des jeunes qui ont été dans l'expérimentation n'étaient pas sortis, n'étaient jamais allés au-delà de la ville de Denain. Donc, comment leur permettre de circuler, de se mouvoir jusqu'au musée? C'est comme ça que les trois partenaires ont pu inclure dans leur réflexion RATP Dev, qui est la structure qui réfléchit au déploiement de l'infrastructure en France. Et donc, la RATP Dev a construit, avec les autres partenaires, une offre de mobilité pour permettre à l'ensemble de ces jeunes gens pour aller physiquement au musée Louvre-Lens. Donc, on a 4 partenaires qui ont chacun joué un rôle très spécifique.
La mission locale qui était d'identifier et d'encadrer et suivre les jeunes. Le musée qui a été de pouvoir construire un parcours pédagogique et inclusif pour ces jeunes, mais aussi très important de pouvoir mobiliser plus largement les autres musées locaux. Il y a la fondation qui a soutenu plus particulièrement donc, ce programme et qui a permis aussi d'impliquer les acteurs institutionnels et les entités internes de la RATP, et donc la RATP Dev, qui s'est mobilisée pour permettre à ces jeunes de pouvoir circuler. Donc on a 4 partenaires qui se sont mobilisés collectivement autour de la culture et de faire en sorte que cette culture soit accessible pour les jeunes gens de 18 à 25 ans. Donc nous, on a eu la chance de suivre ce partenariat, de pouvoir capitaliser cette démarche. Et ce qu'on peut dire en conclusion de ce qu'on retient de cette démarche et des enseignements qu'on peut en dire, c'est de l'importance finalement d'avoir construit ce programme avec les jeunes, parce que si ça n'avait pas été le cas, on n'aurait pas pu identifier dès le départ le fait qu'un certain nombre d'entre eux, voire la moitié, n'avaient pas des moyens de mobilité. Le deuxième enseignement, c'est l'importance de cette mobilisation collective pour les jeunes, la valeur que ça leur a apporté. C'était pas rien de leur montrer que collectivement, sur un territoire, on peut se mobiliser pour leur insertion et leur accès à la culture. Et puis, le fait de choisir le Louvre-Lens comme un lieu symbolique qui initialement était considéré comme inaccessible pour eux, ce qui justement, l'objectif, c'était de pouvoir justement démontrer que à la fois les collections et les savoir-faire étaient accessibles pour eux aussi. Et le dernier point qui était aussi très important, c'est que finalement, ces 4 partenaires ont cheminé ensemble dans une forme de démarche apprenante. Ils ont contribué chacun à un moment donné et à leur niveau à cette expérimentation pour en faire un succès. Donc voilà, de toute façon, très, très, très humble ce nous, on a vu de cette démarche de partenariat, d'alliance multi-acteurs territoriale. Et voilà, on voulait vous présenter ce que ça a permis. Et alors, un point qui est très important, c'est que ce programme a été lancé fin 2019 et que, bien évidemment, la Covid a donné un coup d'arrêt à ce programme. Et donc, les 10 sessions n'ont pas pu toutes se tenir et j'allais dire, les jeunes ont dû être accompagnés autrement. Mais ce qui est important dans l'exemple que vient de citer Élodie, c'est 2 choses qui nous tiennent à cœur. Le premier, c'est que ça a vraiment été un travail de co-construction et que ce travail de co-construction, qu'il ait pu aller jusqu'au bout ou non, quelque part, il a une véritable valeur et je crois que aucun des 4 partenaires autour de la table, la mission locale, le Louvre-Lens, le groupe RATP, la fondation RATP et RATP Dev ne sont ressortis identiques à ceux dans lesquels ils étaient rentrés. Parce qu'ils ont pris conscience d'un certain nombre de choses, et notamment ce que soulignait Élodie, c'est-à-dire la mission locale. Quand la mission locale a dit, mais en fait, on s'est aperçu que la moitié des jeunes n'étaient jamais sortis de Denain, et bien évidemment, ce n'était pas qu'une question purement technique, de solution de mobilité. C'était aussi une question, finalement, comment on montre qu'ils ont la possibilité de sortir. On leur donne envie de sortir, et le fait de pouvoir aller au Louvre-Lens, qui est considéré par ces jeunes comme un lieu un peu symbolique de leur région, de leur territoire, ça a été un élément complètement déterminant. Et le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est l'importance de capitaliser. Parce qu'effectivement, comme la Covid a arrêté le programme, on pourrait dire, ben non, c'est un échec, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, et finalement, faire vivre à ces jeunes, le moment où ils s'identifient, puisque pour ceux qui connaissent le Louvre-Lens, c'est absolument passionnant. Vous commencez à 5000 ans avant Jésus-Christ, puis plus vous avancez, plus vous arrivez au temps moderne, et puis si vous êtes à droite, vous êtes plutôt en Orient, et si vous êtes à gauche, vous êtes plutôt en Occident, et donc vous avez véritablement l'univers qui s'ouvre devant vous, et permet aux jeunes de pouvoir s'identifier, quelle est l'étape, le moment de l'histoire qui me correspond, la personnalité qui me correspond, la culture qui me correspond, était un élément très important. De la même façon que de pouvoir leur dire qu'un musée, c'est aussi des jardiniers, des personnes des cuisiniers, des guichetiers, l'ensemble des éléments, et que quelque part, il y avait plein de métiers ouverts à tous et que ce n'était pas simplement que le conservateur, même si bien évidemment, nous avons tous besoin de conservateurs dans nos musées. Mais quelque part, c'était vraiment cette réalité qui les touchait qui était importante. Et si nous n'avions pas capitalisé, eh bien finalement, cette histoire, elle serait perdue. Et donc, j'insiste
parce que c'est un point qui me semble extrêmement important quand on parle de modèles socio-économiques et d'invention pour l'avenir. Il nous faut avoir les dispositifs de capitalisation, même si une expérimentation ne va pas jusqu'au bout, ou même si les résultats ne sont pas ceux qui pouvaient être attendus. Garder la mémoire, c'est être capable de pouvoir reproduire et d'être capable de pouvoir finalement s'en servir pour les éléments suivants. Et ça nous semble être un élément d'autant plus important que quand on fait vivre une expérience, eh bien quelque part, qu'elle soit réussie ou qu'elle n'aille pas jusqu'au bout, nous ne pouvons pas prévoir les impacts qu'elles peuvent avoir à plus long terme. Et vivre une expérience, c'est déjà avancer, c'est déjà se construire. Et je crois que c'est ce qui va faire le lien avec notre prochaine intervenante, si mon petit calcul est juste. Merci Charles Benoît et merci Élodie pour vos interventions respectives. Effectivement, cette notion d'expérience, elle va être au cœur de ce que va nous partager notre prochaine intervenante, Sonia Deleuze, directrice générale des concerts de poche. Puisque Sonia, on vient d'aborder finalement différentes notions, l'engagement territorial, la question de développer le potentiel des enfants et cette question de l'expérimentation de nouvelles alliances. Et vous allez nous parler de comment finalement faire vivre concrètement une expérience de cohésion à la fois sociale et territoriale grâce à la musique. Sonia, je vous laisse entrer en scène, si vous me permettez l'image. Merci beaucoup Yann. Et effectivement, belle transition, merci beaucoup. Et je vais rebondir aussi sur les propos de Chantal de tout à l'heure qui parlait de l'art et la culture pour développer le potentiel des enfants et les rendre acteurs de la société de demain. Et on est tout à fait dans la même optique avec l'art et la culture au cœur de la vie des gens et au cœur des territoires. Donc il y aura des choses et des mots qu'on a entendus. Et pour rebondir sur les mots aussi de ce webinaire, le défi, alors il y en a plusieurs que je vais exposer. Et on parle de nouveaux modèles, je dirais aussi de modèles évolutifs qui demandent beaucoup d'agilité. Je crois que c'est le maître mot de ces nouveaux modèles. Alors, pour parler un tout petit peu plus précisément des concerts de poche, du coup, expliquer à travers ça, répondre un peu à la question de ce webinaire à travers les concerts de poche. Donc, c'est une association reconnue d'utilité publique et qui a pour mission de créer justement des liens nouveaux entre les habitants à travers des projets ambitieux de musique classique, lyrique et de jazz. Alors, où? Eh bien, dans les campagnes, donc campagnes, montagnes, les lieux les plus isolés ou les plus difficiles d'accès, et les quartiers prioritaires. Avec, je dirais, 3 principes d'action. Un premier principe qui est il n'y a pas d'atelier sans concert et pas de d'atelier. Je vais y revenir. Le deuxième principe d'action, des ateliers participatifs. Les participants sont engagés dans un processus de création. Et le troisième principe, la co-construction. Et ça, c'est vraiment un principe très important pour justement pouvoir travailler le plus près possible des territoires. Alors, très concrètement, nous faisons jouer les plus grands artistes ou les plus talentueux, émergents, dans des lieux que je dirais improbables, c'est-à-dire dans des lieux dans lesquels ils n'iraient pas spontanément et dans lesquels ça n'est pas facile d'aller puisque ce sont des salles des fêtes, des maisons de quartier, des gymnases. Donc, on amène la culture au cœur de la vie des gens, là où ils vont. Et ces concerts, ils sont toujours précédés d'ateliers qui sont menés par les concertistes eux-mêmes ou par des artistes avec les habitants. Et les habitants, qui sont-ils? Ce sont des personnes de tous âges et de tout profil. Des enfants, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, de tout profil, dont certains vont se mélanger à travers les ateliers, vont se retrouver sur scène avec les concertistes en première partie de concert. Donc voilà le principe et voilà comment on se situe au cœur de la vie des gens. Alors quelques chiffres pour vous donner aussi une vision de la structure et du volume d'activité. Ça représente à peu près 120 concerts par an, un petit peu plus de 2000 heures d'ateliers, environ 45 000 personnes qui sont touchées. Les concerts de poche ont aujourd'hui 17 ans d'existence. On a un peu plus de 1000 contrats d'artistes signés par an. Et donc, nous nous déployons donc en quartier prioritaire ou dans les zones rurales, dans 5 zones d'implantation, puisque nous avons des bureaux dans les Hauts-de-France, donc à Lille, nous avons des bureaux à Reims, nous avons des bureaux à Férissi, et c'est notre siège social en Île-de-France, bureaux en Occitanie à Toulouse et en Ardèche au sud de Cornas. Et nos bureaux sont vraiment implantés soit dans un quartier prioritaire, soit au cœur de petits villages.
Alors, quel modèle économique? Eh bien, nous avons un peu plus d'une cinquantaine de salariés, ainsi que des alternants, des volontaires de service civique. Pas de bénévoles aujourd'hui au concert de poche ou à la marge, ce qui fait partie aussi de l'évolution de notre modèle économique. Et puis, sur la répartition de nos ressources, eh bien, je dirais un modèle hybride aussi, avec une diversité, comme l'exposait tout à l'heure Chantal. Donc là, je suis assez en rebond. Une part de fonds publics qui s'élève à un peu plus de 40%, une part de ressources propres, puisque nous avons des contrats de ville, nous vendons en fait des programmations à des villes, et ça représente 26% en 2021 de nos ressources propres, donc une certaine partie. On a 31% de soutien privé, donc je prends toujours les chiffres 2021, et puis nous avons aussi une part de billetterie, puisque nous vendons des billets de concert, mais attention, notre politique tarifaire, elle fait que nos tarifs de concert sont entre 3 et 10 euros, et une partie de gratuité, puisque justement ce que nous visons, c'est l'accès pour tous à tous les concerts. Donc c'est vraiment une politique tarifaire qui vise à accueillir tout le monde. Et puis, donc dans notre modèle économique, nous avons des partenaires privés et publics, des partenaires privés nationaux, des partenaires privés territoriaux, idem pour le public, des soutiens territoriaux et des soutiens nationaux, et qui n'aident pas les mêmes choses dans la structure. Et vous voyez que je parle de partenaires publics et de partenaires privés. Je parle bien de partenaires et pas de mécènes, parce que ça m'amène à mon point suivant sur la co-construction. Si nous avons des partenaires, c'est parce que nous avons un principe d'action en co-construction. Et la co-construction, ça passe par la complémentarité, un diagnostic de territoire. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe sur place? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Quelles sont les dynamiques existantes? Et comment on va s'intégrer en complémentarité de ces dynamiques-là? C'est ça qui nous intéresse. Comment on complète l'existant et comment on va apporter autre chose là où ça n'existe pas? Et c'est pour ça aussi qu'on vient chercher les concerts de poche. Et cette co-construction, on l'a fait avec les territoires, au plus près des acteurs locaux et au plus près des publics qu'on va toucher. Notre rôle, c'est de réunir, de fédérer, de rendre possibles les projets là où parfois personne ne les croit possibles. Ce qui m'amène au point suivant. Après la co-construction, si on co-construit, c'est qu'on a, plus même que des partenaires, des parties prenantes. Et je voudrais en citer 6. Quand on construit un projet de territoire, on a au moins 6 parties prenantes dans ce jeu d'alliance que nous essayons, nous, de mettre en place. Nous avons donc les partenaires financiers que j'ai précités, publics, privés, nationaux, territoriaux. Mais nous avons aussi les élus, les institutions. Nous avons aussi les artistes, qui sont une grande partie prenante, qui doivent être très impliqués et qui sont formés par les concerts de poche. Nous avons les structures d'accueil qui accueillent le public que nous allons, avec qui nous allons lancer l'aventure concert de poche, qu'ils soient des établissements scolaires, des instituts médico-éducatifs, des maisons de retraite, des instituts, des prisons, des instituts de santé, des maisons de santé, etc. Nous avons enfin les associations qui existent sur le territoire et qui contribuent aussi à nos projets et qui sont nos partenaires locaux avec lesquels nous travaillons. Donc, vous voyez qu'on a au moins 6 parties prenantes pour chaque projet qu'on va monter pas à pas avec chacun. Et je dirais qu'on est à la fois le designer de la mosaïque qu'on va proposer, on fait évoluer la mosaïque au fur et à mesure, et le ciment pour que tout le monde arrive à marcher ensemble, et c'est ça qui fait cette cohésion territoriale très forte. Et c'est ça qui peut amener les impacts qu'on a. Et c'est parce que tous ces acteurs sont partie prenante qu'on va avoir un impact artistique fort, puisqu'on a un impact sur les artistes. Parce qu'ils sont partie prenante du projet, ils voient aussi l'intérêt de participer au projet des concerts de poche et ce que ça leur apporte dans leur propre pratique, dans leur rapport avec les publics qu'ils ne retrouvent pas par ailleurs. Des impacts sociaux qui sont très forts, puisqu'on crée du lien entre artistes et publics différents au sens tout type de public qui n'irait pas dans les concerts d'eux-mêmes ou parce qu'il n'y en a pas sur leur territoire, qui n'auraient pas ces ateliers autrement, entre des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées, puisqu'elles vont se rencontrer sur scène, elles vont se rencontrer dans les intergénérationnels, publics en situation de handicap, qui vont se mêler avec des enfants qui sont de l'école d'à côté ou le centre social à côté. Et puis, évidemment, un impact individuel en soi, toute la fierté que peut amener ces ateliers. Et enfin, territoriaux, puisque les projets créent une vraie dynamique locale, ils créent une circulation des publics à échelle de l'interco, à échelle de communautés de communes, donc on a une circulation des publics et une dynamique économique aussi locale qui est liée à cette circulation et à la venue des ateliers et des concerts. Donc voilà ce que j'ai voulu exposer assez rapidement dans ces quelques minutes, c'est
comment en fait l'association peut mettre la culture au service de la cohésion sociale et territoriale, et que l'un va de pair avec l'autre en impliquant nécessairement les autres acteurs phares, qui sont des partenaires, qui sont des parties prenantes, et très rapidement, voilà, en évoquant, je dirais, ces 5 défis clés qui sont la question du modèle économique et je dirais même plus de l'écosystème, c'est un terme que vous utilisez aussi, le hors les murs, puisque c'est ça qu'on fait, la culture au cœur de la vie des gens, la nécessité de l'adaptabilité, je dirais plutôt de l'agilité, l'évolution permanente, avec un territoire qui évolue, il faut évoluer, les partenariats au plus près des besoins, et puis les impacts, et qui dit impact dit évaluation. Et je rajouterais un défi que là, je n'ai pas abordé, mais que Chantal a abordé et qui est très important, la transmission aussi, pour du coup assurer la suite. Quand on a pu créer des projets de territoire, assurer aussi que la dynamique reste vraiment au plus proche des territoires. Designer de la mosaïque et ciment, architecte, être à la fois architecte et maçon, c'est tout à fait magnifique comme définition finalement. Vous êtes un vrai catalyseur là aussi des énergies et peut-être de souligner que cette capacité finalement de catalyse et de co-construction a été reconnue le 6 octobre dernier à l'Assemblée nationale en tant que projet Cèdre du Liban. Et en vous entendant, on ne peut penser que à l'anecdote du maréchal Lyautey, puisque un cèdre du Liban met 100 ans pour pousser. Hâtons-nous et plantons-le dès cet après-midi. Vous, ça fait 17 ans que vous avez planté, donc encore 83 ans, et les concerts de Flore Poche auront rayonné sur l'ensemble de notre jeunesse, de notre cohésion sociale et territoriale, et de la capacité de tous à faire de la culture finalement un lien commun. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Alors, merci Sonia et merci à chacune des intervenants, des intervenantes et à Charles Benoît. Donc, on a vu une revue assez passionnante finalement de 4 grands enjeux. Et l'heure est maintenant venue à, je ne sais pas si ce sera par du ciment ou de la mosaïque, mais en tout cas à de la mise en musique, à de la mise en synergie, en perspective de ces interventions avec la séquence du débat. Si on résume, on va avoir d'un côté des échanges avec le point de vue de la recherche empirique du Rameau, avec celui de l'inclusion et de l'éducation du réseau Montmartre, l'engagement territorial du ministère de la Culture et donc cette cohésion sociale et territoriale que vient de nous exposer Sonia. Donc, on a une vingtaine de minutes pour échanger finalement autour d'une grande question qui est comment passer des actions de chacun, souvent de très grande qualité, on l'a entendu, à de l'interaction entre tous. Alors, je veux bien débuter, puisque comme je l'évoquais ce matin dans l'article Care News que nous avons publié à l'occasion du FNAP 2022, nous revenions sur 3 ans de co-construction d'une stratégie nationale pour accélérer les alliances entre associations, entreprises et collectivités territoriales au service de l'intérêt général et spécifiquement des projets de territoire qui s'inscrivent aujourd'hui dans notre faire en commun. Cette question de passer de l'action de chacun à l'entre tous est vraiment un sujet complexe parce que effectivement, si les pays du Sud ont exigé des pays du Nord en 2015 qu'il y ait un 17e objectif, c'était justement parce que le comment allons-nous faire est sans doute un sujet devant nous. Et c'est intéressant de vous entendre toutes les trois parce que finalement, on voit bien que ça nous pose des questions sur les richesses humaines que nous allons mobiliser en faisant avec et pas pour. Élodie Julien nous rappelait l'importance pour le musée du Louvre-Lens et de la Fondation RATP de le faire avec et certainement pas dans une logique finalement distancielle, mais de le faire ensemble. On a évoqué aussi, bien évidemment, la diversité des leviers financiers, la contribution que chacun pouvait avoir, et puis ces nouvelles alliances qui s'inventent et qui s'incarnent, que ce soit au niveau local, régional, national, international,
on voit bien qu'on est au cœur du sujet. Et moi, j'aurais peut-être une question à poser à chacun d'entre nous. C'est pour faciliter ces interactions qui restent encore complexes, mais rassurons-nous, l'agenda 2030, il faut qu'on ait réussi notre objectif à 2030. Donc, on a encore 8 ans pour réussir ces interactions. Donc, quelque part, dans leur grande sagesse, les 193 pays signataires de l'agenda 2030 se sont donné 15 ans et pas 7 ans. Donc, voyons ce que l'on peut faire aujourd'hui et ne pleurons pas ce que nous n'avons pas fait hier. Quel est finalement le levier que chacun d'entre nous perçoit comme peut-être un élément essentiel pour réussir cette interaction? Est-ce qu'on pourrait essayer de se dire, pour chacun d'entre nous, quel est le levier qui pourrait faciliter, si nous le mettions en œuvre, finalement, cette interaction entre mondes complémentaires qui peuvent construire ensemble la culture de demain? Et comme la culture de demain, c'est l'avenir de demain, et bien peut-être notre avenir commun. Est-ce que l'une d'entre vous veut prendre la parole? J'ai bien conscience que c'est une question compliquée. Moi, je veux bien si vous me laissez la parole. J'ai envie de dire que le levier, en tout cas que nous, on utilise tout le temps pour faire sens commun, c'est l'action. C'est faire ensemble, en fait, tout simplement. Alors, ça peut paraître un peu basique, mais néanmoins, c'est très compliqué. Et j'ai pas mal de petites choses à raconter là-dessus parce qu'on a cette grande ambition de se dire que ces fameux tiers-temps des enfants, 25% de leur temps, 30% à l'école, sont souvent sous-utilisés au sens éducatif du terme, et que nous, notre ambition, c'est de se dire il n'y a pas de sous-temps éducatif, on ne peut pas compter que sur l'école parce que certains enfants ne réussissent pas à l'école ou trouvent pas leur place. Donc, nous, on investit ça en se disant tout le monde, c'est l'affaire de tous. Donc, on est bien dans une histoire de recherche d'intérêt général. Comment faire en sorte pour faire levier et dire, nous, ça fait 20 ans, on va pas rester tout seul dans notre coin. Déjà, encore une fois, je vous redis, nous, on est une goutte d'eau par rapport à l'ampleur des défis à relever. On a encore 15% d'une tranche d'âge qui ne maîtrise pas la lecture et l'écriture en arrivant en 6e. Bon, il y a un petit souci. Il faut qu'on puisse tous faire en sorte que les enfants grandissent mieux et apprennent avec peut-être d'autres leviers. Donc, le faire ensemble, je pense que c'est vraiment le levier important. On a eu l'occasion de travailler avec des expérimentations très concrètes sur beaucoup de quartiers. Je vais vous citer celui de la ville d'Argenteuil avec cette idée de dire, nous, on sait faire des choses, on a expérimenté, ça marche, on les a évaluées. Maintenant, il faut qu'on arrive à convaincre qu'on veut bien tout donner, mais ça sert à rien de transférer en descendant. Il va falloir apprendre à se connaître. Premier point. Comprendre la problématique, se mettre d'accord sur ce qu'on vise comme résultat et définir un plan d'action ensemble. On a fait ça avec la ville d'Argenteuil. L'Argenteuil, c'est dans le Val d'Oise. Et le sujet, c'était les collégiens ne se sentent pas en sécurité aux abords de leur collège. On a travaillé, on a mis autour de la table absolument tout le monde pour se dire ça suffit, il faut que ça cesse. Et tout d'un coup, tout le monde est venu parce qu'on a réussi à partager le constat commun. Il faut prendre du temps. L'action, ça demande du temps. On ne peut pas arriver en terrain conquis. Il faut écouter tout le monde. Il y avait les parents, les enseignants, les responsables des établissements, mais aussi la ville et aussi les services de l'État avec les délégués des préfets. Et toute cette approche, c'est ensemble. C'est pas juste on s'envoie des mails, on est autour de la même table. Et une fois le projet défini, il se trouve qu'on a travaillé avec les artistes, les compagnons bâtisseurs, toutes les forces en présence du territoire. Et nous, on était chefs d'orchestre, en fait, tout simplement. On a juste aidé, facilité le fait que ce projet émerge, à savoir que les collégiens ont décidé d'embellir tous les abords des collèges par de l'artistique, par des choses un peu chouettes. Ils ont travaillé, c'est eux qui ont été aux commandes. On a laissé la parole aux jeunes, très important. Écouter tout le monde, j'entendais parler de parties prenantes tout à l'heure, c'est tellement important. Donc voilà, donc moi, j'ai envie de dire que le levier, c'est l'action. Apprendre à se connaître, se faire confiance, agir ensemble, le faire dans la durée, c'est pas juste un point de passage. Nous, ça fait 2 ans qu'on est sur la ville d'Argenteuil. Ça se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Et puis ensuite, continuer à rester connecté puisque notre grande ambition, ça serait de créer une communauté avec laquelle on continue à échanger et à évaluer, à voir il se passe quoi 2 ans plus tard. Moi, j'ai hâte de savoir si dans 2 ans, plus aucun collégien d'Argenteuil n'a peur de sortir de son lycée le soir quand il fait nuit ou tout simplement de se faire embêter parce que voilà, il y a toujours des histoires dans les quartiers entre les jeunes, vous le savez. Voilà, donc je redis, moi, l'action, ça me plaît.
Alors, après comment dirais-je, l'architecte et le maçon, on a le chef d'orchestre. Faire ensemble, j'aime beaucoup ce levier de l'action, finalement, où vous rappelez le temps que prend faire ensemble, c'est-à-dire aussi le temps de l'interconnaissance. Et ça, cette question de prendre le temps de se connaître et de se connaître par l'action. Merci pour ce témoignage et pour ce levier, parce que effectivement, c'est peut-être la plus belle façon finalement d'apprendre à découvrir l'autre, c'est quand on agit ensemble côte à côte et non pas simplement lorsqu'on est face à face. Est-ce que j'ai un deuxième levier d'action? Sonia. Sonia. Moi, j'ai assez envie de rebondir sur ce que dit Chantal là, parce que c'est effectivement très important. C'est peut-être vraiment des rebonds, d'autres formulations de ce que vous venez de dire, Chantal. C'est ce que j'appelle le temps invisible, en fait, ce temps de l'écoute. C'est le temps invisible, c'est-à-dire que très souvent, et ça renvoie aussi au modèle économique, ce que je vais dire, c'est quand on nous demande l'action, c'est quelle est l'action? C'est que très souvent, on pense au moment où elle commence de façon effective avec les publics. Mais ça n'est pas vrai, l'action ne commence pas au moment où elle se situe quelque part. Elle est exactement dans ce temps préalable, comme vous venez de le dire, d'écoute et de diagnostic. Et je dirais du coup qu'il y a les deux choses essentielles, et ça va vraiment dans votre sens, en rebond, c'est le diagnostic, c'est-à-dire se connaître les structures du territoire, celles qui travaillent sur les mêmes champs, des champs voisins, et se connaître. Et moi, ce temps invisible, je trouve qu'il fait partie des actions, qui doit être valorisé comme tel, et très souvent, il ne l'est pas. Et donc, ça me paraît être peut-être un deuxième levier de bien faire émerger ce temps-là, qui est nécessaire, du temps. Et c'est ce qui permet un bon diagnostic, et qu'est-ce qui existe autour de partager des objectifs communs, c'est-à-dire à la fois ceux des besoins qui ont été diagnostiqués, besoins que peuvent exprimer, alors pour vous les enfants, pour nous les différents publics, et de bien s'accorder sur ces objectifs aussi. Ça paraît tout bête, on enfonce des portes ouvertes, mais ça ne va pas forcément de soi, et ça demande un certain temps pour bien accorder les besoins aux objectifs et que le projet puisse se monter. Et un petit exemple aussi pour rebondir sur ce que vous avez dit. On a lancé, nous, à titre expérimental, des ateliers en 2021 et qui se prolongent en 2022, des ateliers d'ingénierie de projet. Et je rebondis sur un terme qu'a utilisé Charles Benoît tout à l'heure, de la capitalisation, capitalisant justement sur l'expérience de cette co-construction qu'ont les concerts de poche. L'idée a été de permettre de transférer en fait ces expériences et de réunir autour de la table, et ce que vous évoquez aussi, Chantal, par les réunions in situ et la montée en compétences ou le transfert de compétences qui ne doit pas être vertical mais horizontal. L'idée de ces ateliers, c'est de permettre à des professionnels de champs extrêmement variés de se rencontrer, de se réunir, de travailler sur des objectifs communs, un diagnostic commun, et de pouvoir ensuite monter des projets culturels ensemble, au-delà même des projets musicaux que font les concerts de poche, mais du coup, en capitalisant sur cette expérience après un projet ensemble, de pouvoir continuer. Et donc, j'ajouterais peut-être ça aussi, voilà, cette idée de la transmission à terme. Pardon, parce que je réponds sans répondre à votre question, mais en fait, j'y réponds en rebondissant quand même sur les propos de Chantal, je pense. Si, vous y avez totalement répondu, et j'aime beaucoup parce que vous me donnez une illustration d'une clé de lecture qu'on aime bien montrer. Aujourd'hui, selon nous, parce que vous parlez du temps invisible, et ce temps invisible sur un modèle économique, il est absolument essentiel. Nous avons tous nos travaux de recherche, et on a publié l'année dernière notamment des éléments sur le coût de l'ingénierie, dit que si nous n'avons pas un coefficient 1,33 par rapport au temps de l'action, c'est qu'on n'est ni en capacité d'écoute, ni en capacité de capitalisation. Ce que je veux dire, c'est que ce temps invisible, il est à la fois en amont, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est tout ce que vous dites, c'est-à-dire que si on passe à l'action sans savoir qui sont les autres avec lesquels je vais agir et quels sont les réels besoins du territoire sur lequel je vais m'impliquer, on n'est pas dans l'action, d'accord ? On est parfois dans de la désorganisation. On arrive en terrain conquis et puis finalement, ce que les autres font, donc comment est-ce qu'on peut parler d'impact si jamais je ne me suis pas posé la question des autres à côté de moi et des besoins réels du territoire sur lequel je suis implanté. Donc, ce temps d'écoute,
Et j'ai bien aimé quand vous avez dit écoute et diagnostic, c'est-à-dire se connaître avec les autres, l'écoute, mais aussi connaître, c'est-à-dire diagnostiquer ce qui peut exister déjà, ce qui peuvent être les priorités sur le sujet. Et d'ailleurs, juste un petit mot pour dire que l'Observatoire des partenariats publiera le 10 novembre prochain la mise à jour des fiches régionales, des dynamiques territoriales, parce que si on ne comprend pas la dynamique spécifique des fragilités de son territoire et des dynamiques déjà existantes sur son territoire, et on ne comprend pas qu'on ne fait pas la même chose en Occitanie qu'en Hauts-de-France, eh bien quelque part, on a l'illusion d'un modèle, d'une action universelle. Or, il n'existe pas d'action universelle, il peut exister un cadre universel, mais pas d'action universelle. Donc ça, c'est l'amont. Et puis l'aval, la capitalisation, je citais aussi pour le Louvre-Lens, extrêmement important de pouvoir finalement garder la mémoire, parce que si on veut reproduire, si on veut être capable finalement de tirer les enseignements, bien, si on n'a plus la mémoire de l'action, elle ne sert à rien. Et donc pour nous, une action ou une ingénierie d'intérêt général qui n'a pas un coefficient 1,33, et on pourra d'ailleurs vous le réexpliquer si cela vous intéresse, pourquoi 33%, hein, et en quoi ça touche les richesses humaines, en quoi ça touche le financement et en quoi ça touche l'alliance, mais on est au cœur de la modélisation du modèle économique. 1,33, c'est le coefficient de l'action d'intérêt général pour tenir compte de l'amont, c'est-à-dire de l'écoute, et de l'aval, c'est-à-dire de la capitalisation pour être en capacité de la partager avec d'autres et donc d'être réellement dans l'intérêt général. Alors, chère Léa, je me tourne vers vous, puisque nous avons finalement déjà eu la chance d'avoir agir, hein, la notion de la valeur du temps. Oui, pardon, et je voudrais juste redire, objectif commun, vous avez absolument raison, dans les outils que nous avons élaborés sur l'évaluation partenariale, on a 3 objectifs. Quel est le tien? Quel est le mien? Et quel est le nôtre? Et en fait, si on ne sait pas répondre à ces trois objectifs, eh bien, en fait, on répond à rien. Soit on est autocentré en pensant que mon objectif est celui du reste du monde, soit on nie finalement la capacité de chacun à avoir sa propre raison d'être là. Et dans ce cas-là, on risque de ne pas être dans un partenariat durable. Donc, quel est le tien? Quel est le mien? Quel est le nôtre? Voilà les 3 objectifs qui forment un défi commun. Et c'est bien évidemment ce qui nous amène, là encore, à pouvoir réfléchir sur le sens de la contribution à l'intérêt général. Donc, le sens de l'intérêt général, chère Léa, je me tourne forcément vers vous. Merci, oui. Bah, je souscris complètement à tout ce qui vient d'être dit. Peut-être si je dois ajouter quelques peut-être mots dans la réflexion, parce que j'aime beaucoup aussi l'idée de diagnostic et l'action est également essentielle, mais aussi d'avoir dans cette idée d'avoir un dialogue partagé et ce que j'appellerais aussi un climat de confiance, entre les acteurs, qui soit vraiment de la coopération. Parce que par moments, moi de ce que j'observe aussi, hein, c'est que par moments il y a des concurrences aussi qui s'opèrent et qui sont peut-être pas bonnes et dans ce dialogue d'écoute, il y a peut-être à ça aussi à avoir, et ce que les institutions peut-être peuvent, permettre d'amener à un moment donné, c'est d'arriver vraiment à instaurer ce climat, je dirais, de confiance, de dialogue et de coopération et avec l'idée que j'introduirais aussi de responsabilité partagée. Parce que je pense que tout le monde en a conscience à titre individuel et cetera, mais il faut aussi que les structures se disent à un moment donné: «On est tous responsables». Ça fera peut-être écho aussi à d'autres discussions plus tard, mais de cette idée que dans un partenariat, en fait, c'est pas, la responsabilité ne pèse que sur le mécène, ou sur la collectivité, quel que soit son partenaire, en fait. C'est qu'elle est véritablement partagée et donc du coup, c'est vraiment dans cette idée de coopération et dans les leviers peut-être d'action qu'il y a, je vais reprendre peut-être une des propositions, mais que je trouve assez pertinente, moi, du rapport, Sarah El Haïry, Naïma Mouchou, sur la philanthropie à la française. Parce que je pense que là, c'est aussi là, pour parler plutôt du côté de l'État, hein, une de ses responsabilités à lui aussi, peut-être dans l'instauration de ce climat de confiance, c'est peut-être de réellement partager, l'intérêt général. Et cette idée, par exemple, d'une instance interministérielle, qui se nourrirait à la fois, de personnalités représentant les services administratifs, permettrait déjà un meilleur dialogue entre services, hein. Et peut-être aussi avec les acteurs qui vont s'adresser à différents services, mais après on s'y perd un peu aussi avec, les administrations ont beaucoup ce défaut de travailler en silo, mais aussi de se nourrir des acteurs de terrain
pour les avoir aussi dans ces instances-là, et qu'on arrête aussi, qu'on mette en fait dans la balle, enfin dans le jeu commun, en fait, cette balle de l'intérêt général, en disant, bah, l'État n'a pas non plus le monopole de sa définition. Et je pense que déjà ça, ce sera déjà une belle pierre. C'est déjà si on arrive à co-construire même ensemble, hein, cette notion de l'intérêt général, on aura bien avancé. C'est très important ce que vous dites, parce qu'en fait, vous nous amenez à un troisième pilier qui est essentiel, c'est-à-dire comment est-ce qu'on construit ce dialogue et comment est-ce qu'on l'anime. Et je trouve que finalement, on a le sentiment que l'organisation du dialogue est faite par l'opération du Saint-Esprit, mais pas du tout. Et on le voit bien, et ce que vous dites sur les instances interministérielles rejoint aussi ce que vous disiez tout à l'heure sur les pôles mécénat régionaux, c'est-à-dire finalement quelles sont les infrastructures qui nous permettent de mettre en dialogue cet intérêt général et de le pérenniser. Là aussi, c'est vraiment un point commun entre le rapport de Sarah et de Naïma avec celui qu'on avait fait avec Katia Combouzon sur les alliances. C'est-à-dire, si nous ne pensons pas nos instances, si nous n'avons pas les infrastructures pour relayer cette logique-là, alors, eh bien, effectivement, on pourra avoir toutes les actions du monde et prendre tout le temps du monde, mais finalement, on continuera à faire sans finalement être en capacité de le mettre en débat. Et je crois que, et moi, ça sera mon levier, c'est que il faut se faire confiance a priori. Il faut se faire confiance a priori. On dit souvent, la confiance, finalement, oui, je te la donnerai une fois qu'on aura déjà cheminé. Mais non, il faut faire le pari de la confiance. Mais après, il faut qu'elle puisse se consolider, cette confiance. Si on ne lui donne pas le temps, et je reviens sur ce fameux temps invisible, si on ne la construit pas par l'action, c'est-à-dire pas par la théorie, mais les mains dans le cambouis ensemble, alors on ne peut pas se faire confiance. Mais à l'inverse, si cette confiance que l'on a construite, il n'y a pas des lieux où on peut en débattre, eh bien, quelque part, en fait, on n'a pas le sentiment de pouvoir retransmettre aux acteurs qui ont la légitimité de la gestion de l'intérêt général, finalement, cette force extraordinaire qu'est la capacité à avoir co-construit des solutions ensemble. Et je crois qu'il y a vraiment une cohérence entre les 4 leviers que nous venons d'évoquer, cette capacité à agir ensemble et à se découvrir par l'action, cette capacité à valoriser le temps que prend cette logique-là, les infrastructures, notamment pour le dialogue dont on a besoin, et puis cette question de la confiance. Et puis, je voudrais quand même insister, parce que ça résonne avec la discussion que nous avons eue avec le médiateur des entreprises au moment où celui-ci préparait les 10 ans de la médiation, qui, un peu d'ailleurs, comme la mission mécénat du ministère de la Culture, est peut-être une forme très différente de l'État, puisque c'est vraiment une forme qui, consubstantiellement, par l'essence même, a été construite non pas en verticalité, mais en horizontalité pour ouvrir le dialogue. Et ce que disait Pierre Pénuzet dans les nouvelles relations, c'est certes, il y a la coopération, mais avant la coopération, il y a aussi le dialogue, et l'organisation du dialogue est importante. Et puis, j'allais dire, avant le dialogue, il y a aussi la capacité à savoir gérer les conflits et les anticiper. Et je crois qu'il ne faut pas qu'on donne le sentiment d'une certaine forme de naïveté, comme quoi tout serait co-construction, tout serait facile dans un monde idéal. Non, et vous l'avez souligné, Léa, la concurrence, elle existe. Et quelque part, la coopétition, c'est à la fois savoir être concurrent quand on ne peut pas être autrement, mais savoir aussi être allié quand on peut l'être et quand on doit l'être. Et je crois que finalement, en face de ces 3 modes relationnels, la coopération, il faut des catalyseurs capables de faciliter cette coopération. Pour le dialogue, ce n'est pas le même profil. Il faut finalement des facilitateurs qui sont capables de comprendre les diversités des dialogues qui sont autour. Et puis, pour la gestion des conflits et leur anticipation, il faut des médiateurs. Et là, je rebondis vraiment sur cette nécessité de construire ensemble ces 3 conditions pour pouvoir justement
déployer ensuite à grande échelle toutes les initiatives qui peuvent être faites. Il faut qu'on ait des bons médiateurs pour pouvoir savoir gérer les conflits, pour pouvoir savoir aussi accepter qu'on peut ne pas être d'accord. On ne sait plus gérer le fait d'un différent et de dire mais je ne suis pas d'accord avec toi et finalement débattons-en. C'est un élément essentiel dans notre démocratie et c'est un élément sans doute que la culture sait mettre au cœur finalement de notre capacité collective. Réapprendre la dispute philosophique finalement est un élément essentiel. Donc, qui sont nos médiateurs? Qui sont nos facilitateurs du dialogue? Parce qu'effectivement, quand il faut trouver un équilibre, eh bien finalement, qui facilite le dialogue? Et puis, qui sont nos catalyseurs de l'action qui permettent à des mondes très différents de se retrouver et finalement de construire ensemble dans la durée quelque chose de solide. En tous les cas, je suis convaincu que si nous ne faisons pas dans le monde d'aujourd'hui, fait d'incertitudes, de doutes, de transformation profonde, nous ne savons pas ce que sera demain. Si nous ne faisons pas le pari de la confiance, alors nous sommes en défaillance vis-à-vis des jeunes d'aujourd'hui, ceux qui construisent l'avenir de demain. Et je crois que c'est vraiment sur les territoires qui sont l'intérêt général à portée de main, le territoire. C'est ce que nous pouvons faire ensemble, construire ensemble. C'est difficile de construire la planète ensemble, mais construire un projet de territoire ensemble, contribuer à un projet de territoire ensemble, ça, c'est l'intérêt général à portée de main. Ça, chacun d'entre nous peut être mobilisé. Et puis pour certains d'entre nous, le territoire, il est plus ou moins grand. Ça peut être le quartier, ça peut être la ville, ça peut être de l'interrégion, de la région, du national, ou voire même du mondial pour ceux qui sont appliqués à ce niveau-là. Mais finalement, si nous n'agissons pas à l'endroit qui est notre, commun à tous, eh bien, quelque part, nous aurons le sentiment de ne pas pouvoir agir et nous ne pourrons pas être en confiance. Donc, sachons faire ce pari de la confiance et en tous les cas, en vous entendant les unes et les autres, eh bien, j'ai vraiment le sentiment que oui, l'ODD 17 en pratique, il existe en France. Oui, la culture emporte les ferments dans son ADN propre et que oui, en 2030, nous pourrons être fiers de ce que nous avons construit ensemble pour que les générations suivantes portent le flambeau parce que oui, c'est possible dès aujourd'hui. Merci Charles Benoît, Chantal, Léa et Sonia pour ces séquences d'inspiration et de projection pour demain et même après-demain, puisqu'on était dans une dynamique prospective. Alors justement, on a parlé d'après-demain, on va revenir à demain et au mois prochain. Le mois prochain, c'est-à-dire le 17 novembre, on vous donne rendez-vous pour notre prochain webinaire qui portera sur l'habitat durable et solidaire, CAP 2030 vers un nouveau modèle de l'habitat en partenariat avec AG2R La Mondiale. Très bel après-midi à toutes et à tous et un grand merci encore. Merci infiniment à chacun.